Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Et voilà, une nouvelle émission, la 20e de cette saison. Petit à petit, on va bientôt rentrer dans nos émissions d'été et prendre notre grande pause et notre grand souffle pour l'arrêt pendant l'été, mais on n'y est pas encore. On a encore trois belles émissions et on démarre tout de suite avec celle-ci, avec Étienne Gorgeon de Sanso, qui nous a rejoint pour parler d'un fonds en particulier, Sanso Short Duration. Alors allez, on vous écoute. Merci Bernard. Donc effectivement, je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler de Senso Short Duration. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, c'est toute ma carrière, la gestion du short duration. Et je pense que ce sont des fonds, c'est un fonds en particulier qui est particulièrement adapté à un environnement, à l'environnement actuel, c'est-à-dire un environnement de taux relativement incertain ou en tout cas assez volatile, où l'allocation obligataire peut être très riche, il y a beaucoup de choses à faire, simplement c'est compliqué et que déléguer cette allocation dans une poche, dans un fonds avec un risque encadré, me semble avoir énormément de sens dans cet environnement. Alors, je vais vous décrire un peu le fond et ensuite je vais vous expliquer, je vais vous mettre un peu dans mon siège de gérant et vous expliquer comment il est géré. La première chose à savoir, c'est que c'est un fonds obligataire court terme. Court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas au-delà de 3 années de duration. On peut être également défensif, short en duration. Et c'est donc un fonds flexible. C'est un fonds flexible, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous nous déléguez l'allocation sur l'obligataire, vous nous déléguez la poche de risque sur les deux poches de risque principales que sont la sensibilité au taux et la sensibilité au crédit. C'est un fonds qui, pour ceux qui ont un besoin, c'est un fonds article 8, considéré comme significativement engageant par l'AMF. Donc ça, c'est un point également important. C'est un fonds qui doit rester investment grade en pondération moyenne. Il ne peut pas descendre en dessous du rating 3B-. Je peux cependant aller jusqu'à 50% de haut rendement. Donc je peux investir dans le haut rendement, dans l'investment grade, dans les différentes catégories des marchés des taux et du crédit. Simplement, je dois garder un rating moyen de qualité investissement. Alors, juste une petite question. Quand on est dans les obligations, on part toujours de taux et de crédit. Alors, juste pour nos auditeurs, si vous pourrez redéfinir qu'est-ce que c'est le taux et qu'est-ce que c'est le crédit. Alors, le taux, les taux évoluent en fonction de la politique de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale. Alors, en l'occurrence, pour ce fonds, c'est la Banque centrale européenne. Quand la Banque centrale européenne augmente ses taux, ça implique qu'il va y avoir des pertes sur l'obligataire et donc l'intérêt, c'est de pouvoir se protéger contre ces pertes. Inversement, quand les taux baissent, vous avez des gains sur la partie obligataire et en attendant, vous touchez un coupon. Donc là, c'est la partie taux. On investit dans des obligations d'État ou des obligations crédit qui ont un rating assez élevé, qui sont sensibles à la politique monétaire de la Banque centrale européenne. La partie crédit, elle est sensible à l'évolution de la société, c'est-à-dire à son risque principal, c'est son risque de défaillance. Quand on investit dans une obligation d'entreprise de type Picard, Loxam, des sociétés avec lesquelles on a tous une forte proximité, le risque principal, ce n'est pas que la Banque centrale européenne augmente ses taux ou baisse ses taux. Il y a très peu d'impact sur l'évolution de l'obligation. Ce qui est important, c'est que la société continue de générer beaucoup de cash flow pour pouvoir rembourser sa dette. Donc, ce sont les deux risques principaux que vous retrouvez dans ce fonds. Donc, ça veut dire que quand on prend un fonds obligataire, quel qu'il soit, si on part sur une hypothèse de taux constant, on a automatiquement un rendement maximum, c'est-à-dire le rendement maximum et le rendement du crédit qu'on a engagé. C'est ça? C'est ça. Ça contribue, dans un fonds flexible short duration comme Sanso ou short duration, ça contribue à 60-70% de la performance. Et donc, le reste de la performance. Et donc, les 30% qui restent, c'est ce qu'on appelle l'alpha du gérant. C'est la capacité du gérant à apporter un petit peu de valeur euh, en, euh, en faisant l'allocation à l'intérieur, parce que ce sont des fonds d'allocation obligataire dans lesquels vous pouvez puiser vous avez le choix entre du cash, des sociétés de qualité investment grade, des sociétés à yield. Vous pouvez également acheter des banques, donc des financières et des subordonnées financières. Vous pouvez acheter des emprunts d'État. Vous avez des coupons fixes, vous avez des coupons variables. Donc, le gérant a quand même, vous avez des coupons indexés à l'inflation. Et donc, le gérant a une multitude d'outils pour essayer d'apporter un peu de valeur. Donc, vous avez raison, Bernard. Une grande partie de la performance s'explique par le rendement embarqué. L'autre partie, c'est par la capacité du gérant à apporter un peu plus de valeur que le rendement embarqué.
Alors aujourd'hui, si on prend votre fonds, depuis le début de l'année, vous avez quoi comme performance? Alors, depuis le début de l'année, on est un peu au-dessus de 1. D'accord. Et ça, et donc on est aujourd'hui fin mai, donc on a fait 5 mois. C'est une performance qu'il ne faut pas multiplier pour essayer d'imaginer la performance finale parce que les conditions s'améliorent, c'est ça? Donc on a une performance qui est en capacité à monter mois après mois. Oui, c'est ça. En fait, le fonds devrait, alors, si toute chose égale par ailleurs, hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accident ou d'erreur de gestion, à la fin de l'année, le fonds devrait être très très proche de la performance de son rendement en début d'année. Donc on se balade entre 5 et 5,5 brut. Donc à la fin de l'année, on devrait avoir des performances qui vont se balader entre 5 et 5,5 brut. Euh, et net, bon, bah, et donc net, on va être autour de 4, 4,5 en fonction des parts. C'est pas toujours évident de lisser les performances mois par mois parce que il y a des performances qui sont un peu décalées. Je vais m'expliquer simplement, mais il y a eu il y a eu 3 hausses de taux en fait, pardon, depuis le début de l'année de par la Banque centrale européenne. J'ai énormément d'échéances qui arrivent à maturité, donc je recharge un peu plus de rendement qui va me permettre de rattraper la performance qui a été un tout petit peu bloquée par ces hausses de taux en début d'année. Mais l'idée, c'est que, toute chose égale par ailleurs, on devrait être autour de 5, 5,5 brut. D'accord. Alors, quels sont entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, les pièges à surveiller? C'est-à-dire de quoi faut-il avoir peur pour perdre de la performance? Il y a deux choses à suivre de très près, c'est que ce type de fonds, vous suivez un cycle. Et donc, vous ne pouvez pas rester. C'est pas un fonds buy and hold. C'est pas un fonds sur lequel vous vous asseyez et vous dites ça va être super, les obligations vont arriver à échéance, tout va bien se passer. C'est un fonds qui essaye d'anticiper. C'est un fonds où la performance est au moins aussi importante que la volatilité et le risque de drawdown. Je vais m'expliquer. L'année dernière, c'est un carnage sur le marché obligataire, ça a échappé à personne. La performance moyenne des fonds obligataires se balade entre moins 5 et moins 25. La performance moyenne était autour de moins 17, moins 18. Ce type de fonds, ils ont un objectif de limiter les drawdowns pour ne pas effrayer les clients. Et donc, lui a fait moins 2. Il a donc il a extrêmement bien atténué le choc de l'année dernière et en grande partie parce qu'en gestion, on avait mis des protections contre les hausses de taux. On a subi un tout petit peu de volatilité, mais et on a effacé au passage, on a effacé notre perte. Et c'est l'intérêt de ce type de performance. En fait, les clients, ils vont mettre ce type de fonds en face de quoi? Ils vont mettre ce type de fonds en face de contrats en euros. En ce moment, c'est vraiment la mode des comptes à terme qui sont rémunérés autour de 3, 3,5. Et donc, en fait, l'idée de ce type de fonds, c'est de générer des performances supérieures, donc plutôt 4, 4,5 autour d'eux. Simplement, vous voulez un niveau de risque extrêmement mesuré. La vol de ce type de fonds, elle est inférieure à 2. On doit, nous, en gestion, on a un rôle à limiter les drawdowns. Vous voyez, le drawdown maximum l'année dernière, dans un marché vraiment compliqué, c'était 5. Historiquement, on est plutôt autour de 2, 2,5. Et en général, on récupère la NAV la plus haute autour de 12 mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a effacé les pertes qu'on avait pu subir l'année dernière. Donc, c'est vraiment la force de ce type de fonds. Alors, je rebondir sur un sujet qui est quelque chose sur lequel vous avez mis le doigt, qui est un vrai sujet pour un gestionnaire de patrimoine, c'est justement ce coquin de compte à terme là. Et parce qu'en fin de compte, bon, pour bien expliquer aux clients, le compte à terme, c'est entre guillemets une absence de gestion, même si c'est pas vrai, c'est-à-dire que derrière, il y a quand même une gestion de la part de l'institution, mais elle en fait son affaire et elle vous dit en substance, je vous donne 3, et la seule chance que je vous donne pas les 3, c'est si je fais faillite. Là, ça va être compliqué et il va falloir qu'on voit. On peut supposer qu'aujourd'hui, la BNP, il n'y a pas de risque de faillite, donc vous allez à la BNP, ils vont vous donner 3 sur un an. Et vous allez payer votre impôt qui est la flat tax. D'un autre côté, vous achetez un Sanso short duration, donc là vous avez un gérant qui fait vraiment un travail, qui vous explique qu'il y a de l'alpha, on peut se tromper, qu'il faut faire attention, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Donc en fin de compte, il ne va pas du tout vous dire je vous garantis 3. Il vous dit ce que vous venez de nous dire, que si tout se passe bien et toute chose étant égale par ailleurs, le résultat sera entre 4 et 4,5 en net à la fin de la partie. Ça, c'est pour un client qui le détient sur un compte titre. Et encore, on peut supposer que la banque va lui prendre 10 centimes, 20 centimes ou 30 centimes de droits de garde.
ce qui fera plus près de 4 que de 3. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, en tant que gérant obligataire? Vous n'avez pas Bah, envie de vous dire, bah, moi aussi, je vais mettre du compte à terme dans mon fonds? écoutez, non, oui et non. Alors, il se trouve qu'on en met du compte à terme. Qu'est-ce que c'est qu'un compte à terme? Un compte à terme, c'est un moyen pour la banque de se financer. Donc, les banques ont besoin de se financer en ce moment. Et donc, elles ont plusieurs moyens de se financer. Elles émettent des émissions obligataires. Donc, ça, c'est ce que moi, je vais acheter et je vais mettre dans mon portefeuille. Ou elles vont simplement rémunérer mieux les dépôts pour attirer les dépôts. C'est une autre façon de se financer. On fait exactement la même chose. La grosse différence, c'est que, effectivement, vous avez un risque, si vous prenez du compte à terme de type BNP, etc., vous avez un risque qui est extrêmement faible. J'ai pas envie de dire nul, mais on pourrait quasiment dire nul, enfin en tout cas extrêmement faible. Et donc vous avez un rendement qui, net de flat tax, etc., va être effectivement autour de 2,5, entre 2,5 etc. Par contre, vous n'avez pas de diversification. Alors le risque est très faible, mais vous n'avez pas du tout de diversification. Et donc nous, ça nous oblige, et c'est vrai que c'est une concurrence, et c'est une saine concurrence, parce que comme on le sait, quand il n'y a pas de concurrence, ben, on est moins obligé de se donner du mal. Et moi, je trouve ça très très bien qu'il y ait des comptes à terme parce que ça nous oblige, nous, en gestion, d'essayer de sortir des performances alléchantes pour nos clients, qu'ils aient envie de rentrer chez nous pour toucher un peu plus, tout en étant rassurés. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore de la discrimination d'un point de vue gestion, c'est que les clients doivent faire la part des choses entre des prestataires, donc nous, gérants, ceux qui ont fait un bon job et ceux qui ont pris probablement un peu trop de risques. C'est une gestion vraiment très particulière. Il faut avoir en tête le besoin de performance, mais il ne faut surtout pas oublier que ce sont des fonds sur lesquels les clients ne s'attendent pas à avoir des pertes très fortes et surtout s'attendent à un retour à meilleure fortune assez rapide. Donc Très c'est bien. une saine concurrence. Ok, eh ben, on vous remercie et c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au Très revoir. bonne soirée, au revoir. Et voilà. Et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, c'est dans le cœur de l'émission avec une émission spéciale femmes. Je vais vous en dire plus tout à l'heure qu'on a imaginé avec Marika, notre coach. Et en fin de compte, c'est venu de plusieurs petites phrases qu'on a entendues comme ça lors d'un thème. Marika, vous nous avez dit les femmes sont plus riches que les hommes, mais quand une femme va chez son gestionnaire de patrimoine, quand bien même c'est son argent, elle va accompagner d'un homme qui peut être son mari, son frère, son cousin, et elle réchigne à y aller toute seule. Une autre personne qui nous rejoindra tout à l'heure, Mélanie Cabla, qui dirige la société Ecofit dans de la défiscalisation, nous dit que bon, pour les célibataires, c'est logique qu'elle ait autant de clients hommes que de clients femmes, voire même un peu plus d'hommes, puisque la défiscalisation est liée aux revenus, et on sait que les revenus des hommes sont un peu plus élevés, mais elle me dit qu'elle avait 70% ou 72% de clients hommes. Donc ça veut dire que dans les couples, ce sont les hommes qui vont souscrire au nom du couple, alors que, bon, fiscalement, quand on connaît la fiscalité française, ça n'a aucune incidence que ce soit l'un ou l'autre. Et comme l'immense majorité des gens en France sont mariés en communauté, ça a encore moins d'incidence et de logique. Et on devrait trouver un équilibre. J'avais discuté avec une banquière de la banque HSBC et elle disait que autant dans la gestion courante, c'était souvent la femme qui s'occupait. Donc, quand un compte était en découvert, ou quand il y avait une bizarrerie sur le compte, ou un double virement, ou des choses comme ça, elle me dit très souvent au téléphone, on tombe sur l'homme et il dit bah, c'est ma femme qui s'en occupe, appelez-la elle, elle saura mieux vous dire. Et quand c'est des moments de placement ou des choses comme ça, c'est effectivement souvent l'homme qui vient seul pour signer. Alors maintenant, un peu moins avec la signature à distance et la signature électronique où ça reprend un petit peu de choses. Mais il y a toute une logique qui fait. Ce qu'on va essayer de voir dans cette émission et ce qu'on va essayer de comprendre, est-ce qu'on est dans un plafond de verre? Est-ce qu'on est dans un reste de société patriarcale avec une autocensure des femmes? Ou est-ce qu'on est encore dans une inégalité et que c'est du fait de cette inégalité qu'on voit ces chiffres? Donc voilà un petit peu, on se pose trois questions, inégalité, plafond de verre, ou alors, allez, comme on dirait, un vieux reste du patriarcat où il faudra deux, trois générations pour qu'il s'en aille.
Allez, Marika, qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? hyper intéressant et j'adore un peu les explications ou le ressenti des autres enfin, que je partage complètement. C'est un peu ce qu'on appelle la théorie des pots de yaourt. Vous connaissez? Non, pas du tout. Non. Ça a été mis en lumière faudrait que je retrouve le nom, mais je crois que c'était Lucille Quillet qui en parlait en première, qui disait qu'en fait, les femmes avaient, donc toujours, on reprend, donc les femmes gèrent plus le quotidien et les hommes, en moyenne, plus les investissements. Et du coup, une femme va payer bah, les dépenses courantes, etc., pendant que l'homme va bah, investir et voilà. Et au moment de la séparation, s'il y a, la femme, du coup, va se retrouver avec les pots de yaourt alors que l'homme aura, ou alors les conserves vides, enfin, ce qui n'a pas vraiment de valeur, alors que l'homme aura bah, ce qui reste et ce qui est plus matériel, entre guillemets. Donc pour Alors moi, c'est vraiment c'est dans un univers, ça c'est dans un univers plutôt anglo-saxon, hein. Dans l'univers français, où je crois qu'on a 90% des unions qui sont en communauté, c'est un peu moins vrai, hein, cette théorie du pot de yaourt. possiblement. Mais bon, tout le monde n'est pas marié. Tout le monde, enfin, il y a quand même des gens en séparation, enfin, ouais. Et donc, pour moi, c'est plus un résidu de plafond de verre et de patriarcat. Je pense, enfin, les inégalités, j'ai un peu du mal. Enfin, les inégalités, il y en a clairement. Elles sont bah, inégalités de salaire, mais du coup, en fait, j'adore prendre cette statistique. Il y a 20% d'inégalités, par exemple en France, en termes de salaire. Donc, 5 ou 10% qui sont inexpliqués. Donc, ça, c'est vraiment bah, pas normal. Et le reste, les 10 autres pourcents, c'est expliqué par le fait que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers. Par contre, à la retraite, on s'aperçoit qu'il y a 40% de différence de pouvoir d'achat entre les hommes et les femmes. C'est hallucinant. Et donc, plusieurs raisons à ça. La première, du coup, bah, c'est les différences de salaire du coup, se combinent toute la vie. La deuxième, c'est quoi? C'est le fait que possiblement une femme va prendre du temps sur le côté pour les maternités. Mais la troisième, c'est surtout que les femmes n'investissent pas leur argent et du coup bah, ne prennent pas le risque, du coup ne gagnent pas bah, enfin, ne font pas travailler leur argent. Et par exemple, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le investment gap, où les hommes ont 2 fois plus d'investissement que les femmes. Alors, attendez, alors là, vous amenez un quatrième élément qui, enfin, non, parce qu'un quatrième élément, où vous avez d'abord dévié du sujet en parlant des revenus, et notre sujet, il est sur le patrimoine et non pas Ouais. sur les revenus, mais vous remettez au cœur du sujet en disant que les revenus différés, donc les revenus de retraite des femmes sont inférieurs, donc là, c'est une statistique, ce sont des chiffres, donc on va prendre ça pour argent comptant. Pourquoi? Parce qu'elles sont peu impliquées ou moins impliquées que les hommes dans les investissements patrimoniaux. Donc, on revient au cœur du sujet. Alors, Béatrice Mimoso, qui est directrice administrative et financière dans un cabinet de gestion de patrimoine, nous a rejoint. Un petit peu de retard lié à des problèmes techniques, c'est pas grave. On va faire un petit rappel donc de nos 3 sujets sur lesquels on veut se concentrer. Vous avez eu le temps d'écouter Marika développer et on va essayer de voir un peu vous ce que vous en pensez. Donc, ce qu'on disait, c'est que c'est un fait que les femmes possèdent plus de patrimoine que les hommes, donc fait arriver, ce sont des chiffres légèrement plus. C'est aussi un fait que les femmes ont des revenus légèrement inférieurs aux hommes, donc 10% d'expliqués, 10% d'inexpliqués. Et c'est un fait de tous les professionnels du patrimoine que la femme s'implique moins dans la gestion de patrimoine. Le débat d'aujourd'hui, les échanges d'aujourd'hui, est d'essayer de comprendre pourquoi. On a identifié trois thèmes. Premier thème, le plafond de verre. Donc, de toute notre histoire, il reste ce plafond de verre qui n'a pas encore été franchi. Deuxième hypothèse, un reste de patriarcat, où la femme ne se sent pas à l'aise d'aller seule parler beefsteak ou parler argent avec un gestionnaire. Ou alors, quelque chose qui serait encore un peu plus grave, une inégalité qui persiste parce qu'il y a encore des règles ou des usages qui font qu'on ne peut pas le faire. Donc voilà, à ça, il y a un quatrième thème qui a été rajouté lors de sa première analyse par Marika, qui est le thème des revenus différés, où là on sortait un petit peu de notre logique, mais ce thème des revenus différés,
c'est par un manque de volonté à aller investir son propre argent. Et ensuite, si c'est lié au divorce et qu'une partie de la vie commune, entre guillemets, de jeunes ou de travailleurs a été vécue ensemble, arrivé au divorce, l'essentiel, ce sera le patrimoine acquis et les retraites. Donc, même dans l'hypothèse à la française d'un mariage en communauté où le patrimoine acquis se sépare en deux, si les retraites de l'un sont plus élevées que les retraites de l'autre, autrement, autant dire qu'avec une vie, on va dire à la retraite de 25 ou 30 ans, ça va aussi monter. Allez, voilà, c'était un petit peu dense, Béatrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez? Un peu d'expérience personnelle, un peu d'expérience professionnelle, un peu de vision du monde autour de vous, éloigné de vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces sujets? Mais déjà, bonjour à tous. Je suis navrée d'être un petit peu en retard avec ces problèmes de Zoom et de mise à jour de dossiers. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit, en fait. Je pense que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de notre histoire, c'est un mélange de la façon dont le patrimoine circule dans les familles, de la stratégie patrimoniale aussi de conserver un statut social. C'est évidemment lié aussi aux règles de droit et notre histoire en cette matière, notamment des régimes matrimoniaux et puis de l'évolution de la société tout simplement, où en effet, quand les familles avant c'était hommes et femmes mariés avec enfants, aujourd'hui on a beaucoup plus d'unions libres, on a beaucoup plus de Pacs et de personnes aussi qui divorcent. Donc, tout ça influe évidemment sur le patrimoine et sur les revenus. Je pense on est un peu victime de notre histoire ou victime ou on profite en fait aussi de notre histoire. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de l'ensemble. Le patriarcat, bien sûr, est encore présent dans le sens où, en effet, il influe sur les revenus qui sont en général un peu plus faibles pour les femmes. Et aussi le patrimoine, la circulation du patrimoine au sein des familles, notamment, je reviendrai sur l'idée que la femme, elle apportait sa dot dans les siècles passés et l'homme, il était censé conserver le statut social de la famille et il était plutôt dans les flux et les revenus. Il apportait de quoi subvenir aux besoins de la famille. D'ailleurs, j'ai un livre qui peut être intéressant sur ce sujet qui s'appelle Le genre du capital, qui avait été écrit par Sybille Golac, qui est sociologue au CNRS et qui a travaillé sur ce sujet en fait, du patrimoine et de cette circulation et, au sein de la famille et de l'accumulation. Et elle revenait un petit peu sur justement toutes tout notre héritage en fait et ce qui peut expliquer aussi aujourd'hui que les femmes sont moins à l'aise, notamment pour accumuler et surtout pour investir en fait le patrimoine qu'elles peuvent accumuler. Alors déjà, elles accumulent moins. Alors, attendez, je vais vous arrêter. Là, je vais vous arrêter. Parce que vous dites, les femmes accumulent moins, et la statistique de Marika ancienne, c'était des femmes sont epsilon plus riches que les hommes. Donc, pour que les femmes soient plus riches que les hommes, de toute façon, la richesse, on va dire, allez, globalement, c'est ce qu'on hérite. Bon, là, dans nos pays occidentaux, maintenant, il y a une vraie égalité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas encore des gens qui favorisent certains ou d'autres, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'en France, on pourrait trouver une favorisation des garçons dans les héritages des familles. Donc, on va partir sur le principe qu'il y a une égalité. Si quelqu'un pense qu'il n'y en a pas, elle développera, elle nous expliquera pourquoi elle pense qu'il n'y en a pas. Donc, et ensuite, ça sera intéressant. Alors, et ensuite, on va avoir les revenus. Là, il y a une vraie inégalité, mais le résultat, on va se baser sur les chiffres de Marika, les femmes sont plus riches que les hommes. Donc, la raison, c'est OK notre histoire, mais toute cette histoire ne rend pas les femmes plus pauvres. Alors, Marika, vous avez dit... je vais juste faire une précision. En fait, mon chiffre, c'était 2025, donc on n'y est pas encore. Et c'était sur 2025. Exactement. Et c'était sur le Royaume-Uni. Non, la French Radio, on est toujours un peu en avance. Hein.
Donc, c'était Royaume-Uni 2025 où les femmes vont détenir plus que la moitié des richesses. Et du coup, cette trend, elle arrive dans plusieurs autres pays développés, les USA, etc. Mais pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau. Mais Marita, 2025, c'est demain, si en quoi. 2025, elles vont détenir plus que la moitié, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 48-80, Oui, oui, 49-10, exactement. Ouais, 49-20. ouais. Donc, on peut dire Mais si on prend le qu'aujourd'hui, on monde est total, égalitaire c'est... et demain, on va Ouais. passer avec un petit gain pour la femme. Ouais, mais donc si on prend, donc ça c'est la partie des pays développés, où là on est plus ou moins égalitaire, mais si on prend la richesse globale, on n'est qu'à 32% en 2020. Donc il y a encore, on est à un tiers, quoi. Ça veut dire que le problème, il vient des pays moins développés. Donc, on va rester sur notre, on va rester sur notre vision occidentale du monde et des choses comme ça. Et alors, vous aviez levé le doigt au moment de la succession. C'est intéressant ça. Est-ce que vous pensez que en France, en Allemagne, en Angleterre, est-ce qu'il y a un avantage à la succession de l'homme d'une manière générale? Bah, franchement, j'aurais jamais cru avant de lire un bouquin fantastique. Alors, c'est pas le même, c'est pas le genre du Capital, même si j'ai beaucoup aimé celui-là, mais c'est Pourquoi les femmes sont plus riches que les hommes de Titu Lecoq. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est génial. Et en gros, elle explique que, bah oui, il y a une différence. Pourquoi? C'est qu'en fait, donc, imaginons un patrimoine qui est assez important, où il y a possiblement une entreprise familiale, où il y a des investissements, etc. En fait, ce genre de biens, il va être favorisé, entre guillemets, pour l'homme. Pourquoi? Parce que possiblement, il aura plus de, j'en sais rien, d'envie ou de reprendre un peu le fardeau de la famille. Et en fait, ce genre de bien, donc même s'il est évalué à un temps spécifique, et du coup, en fait, la femme aura le même montant, mais en cash, sachant qu'en fait, on peut sous-évaluer un peu un bien. Le cash, bah, du coup, il n'est pas investi et du coup, bah, il va y avoir toujours ce problème du non-investissement et du coup, bah, si la personne n'en fait rien avec, l'entreprise familiale, c'est possible qu'elle continue de monter alors que le cash stagne un peu. Donc au final, sans le vouloir ou sans s'en rendre compte, il y a une différence juste dans l'estimation des biens, parce que le cash, bah, du coup, on est sûr que ça a cette valeur, alors que n'importe quel autre bien, bah, du coup, c'est quand même un peu subjectif. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qui est compliqué à dire, c'est que c'est un fait que les femmes gagnent moins. Ça, c'est un fait. Il suffit juste d'additionner les salaires, de diviser par le nombre de personnes. Vous en donnez deux raisons. Vous dites que globalement, voilà, les 20% de différence qu'on a, il y a 10% qu'on ne s'explique pas. Donc, on va le laisser comme ça. Et les autres, c'est parce que c'est pas les mêmes métiers. Si en plus on dit que les femmes héritent moins, comment est-ce qu'elles peuvent être aujourd'hui quasiment aussi riches et demain plus riches? Uniquement Euh, parce qu'elles devraient vivre un peu plus longtemps? je pense qu'il y a une grosse partie de la raison qui est là, en effet. Je pense que c'est une question de vivre plus longtemps et donc forcément, à un moment donné, le patrimoine passe entre leurs mains, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elles en profitent. Et là, on reviendrait sur ce qui s'est passé avant, hein. Ce qui se passait avant, c'est que justement, la femme, c'est comme un outil de transmission en fait du patrimoine. Et donc, elle a d'ailleurs un souci aussi d'épargne de précaution et de transmission aussi à ses enfants. Donc, vivant plus longtemps, elle va en bénéficier, mais plutôt vers la fin finalement du patrimoine global du ménage, par exemple. Donc, je pense que j'ai l'impression quand même que c'est une grande partie dû à ces 6 années, je crois, de vie Alors, on va voir. complémentaire. Je vais vous donner les chiffres. Déjà, j'ai les chiffres. Donc, en France, c'est à peu près 80 pour un homme et 85 pour une femme, hein. Donc, c'est à peu près ce que vous dites, Béatrice, parce qu'en Mm, vérité, ça doit être 79,5 et mm. 85,3 ou un truc comme ça. Donc, de toute façon, on est entre 5 et 6 ans de différence, mais ça ne cesse de se réduire, hein. Ça ne cesse de se réduire et ça vient du fait que au fur et à mesure des temps, les femmes se sont appropriées les vices des hommes qui réduisent la vie, à savoir l'alcool, le tabac, l'utilisation de drogue,
et une vie, on va dire, moins saine que ce qu'on pourrait espérer ou que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Marika, juste sur ce point précis, juste sur ce sujet euh, de la différence d'âge, est-ce que c'est la différence d'âge qui explique ça? Oui, oui, complètement. C'est exactement, elle va hériter, elle va du coup recevoir ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, parce qu'il y a McKinsey qui avait fait une recherche là-dessus, sur une fois que donc la femme hérite, qu'est-ce qu'elle va faire comme choix, etc. Et la statistique que je trouve fantastique, c'est que en un an après la mort de leur conjoint, il y a 70% des femmes qui vont changer de financial advisor, enfin de personnes qui les suivent dans leur gestion. Pourquoi? Parce que possiblement, elle a des autres besoins. Et donc ça ouvre un peu le sujet de justement à quel point les femmes sont différentes ou ont d'autres envies que les hommes. Mais donc 70% des femmes, un an après la mort de leur conjoint, changeront l'équipe qui gère les finances. Alors, là, quand vous parlez de ces statistiques et ça, vous parlez, on va dire, de la gestion de patrimoine classique qui touche une énorme partie de la population, ou vous parlez de la gestion de fortune qui va toucher entre 1 et 1,5% ou 2% de la population? Je pense que c'est plus global. J'ai pas la... Faudrait peut-être que je regarde plus la recherche, mais j'avais noté que cette phrase, donc Parce que je quand ne on peux prend, quand pas on prend certifier à la gestion de 100%, mais patrimoine, ouais. si on prend la gestion de patrimoine dans son ensemble, c'est-à-dire la gestion de patrimoine massive, elle est accaparée par les banques, voire et même les banques de détail, qui ont comme client en règle générale le couple. Et donc, quand il y en a un qui décède, statistiquement l'homme, dans ce cas-là, la femme, elle se retrouve avec le banquier qu'elle connaît depuis assez longtemps, là aussi en règle générale. Je veux bien écouter vos chiffres, mais j'ai pas le sentiment que rapidement elle va changer de banque. Vous voyez. Surtout si c'est un décès, si la femme a 87, elle vient de perdre son mari. Voilà, j'ai pas l'impression que dans l'année il y a un aussi grand chambardement. Alors peut-être que dans les univers de gestion de fortune plus élevés, c'est-à-dire où on va parler des gens qui ont à minima 1 million d'euros de placés ou 1 million de dollars de placés. Là, les enjeux sont différents. Il y a besoin d'avoir quelqu'un qui comprenne ce que vous voulez, qui vous accompagne dans vos choix. Donc, c'est-à-dire que, aussi bizarre que ça puisse paraître, même si le choix est de dépenser ou si le choix est de donner, donc de se défaire de son patrimoine, on peut avoir besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine pour qu'il vous accompagne dans cette défaisance organisée, souhaitée. Des fois, il y a un peu de pression de la famille aussi. Hein, donc, tout à l'heure, Béatrice disait, les femmes ont peut-être plus envie de transmettre ou de choses comme ça. Bon, nous, on voit dans le cabinet que certaines fois, c'est plutôt des jeunes femmes qui ont plus envie de s'accaparer ce que possèdent les mères et grands-mères. Hein. Donc, pas non plus donner une situation idyllique où la femme ayant perdu son mari n'aurait qu'un seul désir, c'est de tout transmettre de son vivant à ses enfants. Ça a existé, ça existe encore et ça existera toujours demain, mais c'est pas le quotidien de ce qu'on voit. Donc, si on revient à cette question, Béatrice ou Marika, une des deux pour ce sujet. Donc, ce sujet, c'est de changement qui me paraît un peu bizarre, ce chiffre. Béatrice, Alors, ouais, comment vous donc, voyez ça? Alors, pardon, je viens de retrouver la recherche, donc du coup, je me permets. Et du coup, c'est pour au moins 100 000 dollars, donc c'est spécifique US, et c'est pour 100 000 dollars ou plus d'assets. Voilà. OK. Ouais. Oui, alors je ne parlerai pas des décès, mais peut-être des divorces aussi. On se rend compte aussi que les femmes changent du coup, quand elles divorcent, elles changent de banque. Donc ça c'est un point aussi qu'on peut voir. Et plus les couples sont riches, fortunés, et plus c'est peut-être aussi culturel là. Les hommes en fait s'accaparent en fait les relations avec les professionnels de la gestion de fortune. Donc là, ça peut avoir un sens de penser que les femmes changent d'équipe
peuvent être amenés à changer d'équipe aussi quand il y a un événement familial qui fait que l'homme n'est plus avec elle. Donc, ça pourrait rejoindre l'idée, en effet, qu'il y a un changement. D'accord. Alors, si on essaye de faire un petit peu de prospective, bon, en disant que voilà, dans nos sociétés maintenant, on est tous engagés pour l'égalité. En fin de compte, bon, c'est un mouvement qui est né il y a plusieurs centaines d'années, qui se développe petit à petit. Il y a toujours des résistances et je pense que même encore dans 1000 ans, il y aura toujours des petits niveaux de résistance, mais c'est pas grave. Les sociétés, elles y vont. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? euh, Qu'est-ce qu'on peut envisager pour que petit à petit le temps fasse son œuvre dans l'autre sens et qu'on arrive à une forme d'égalité pleine, si tant est que ce soit souhaitable, hein, parce qu'on peut aussi répondre que pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette égalité? Et on peut très bien imaginer que des gens vivent très bien et très heureux sans avoir la totale égalité. Et je ne suis pas sûr, que, bon, c'est un autre sujet, qu'être un pharisien de l'égalité, c'est faire avancer la société dans le bon sens. Après ça, on pourra en discuter. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire bouger les choses, faire avancer les choses voilà, des idées? Alors, Là, oui, Alors déjà, alors, allez-y, allez-y. alors Marika, déjà, est-ce que cette inégalité, donc est-ce que cette inégalité vous dérange? Est-ce qu'elle vous dérange? Est-ce que c'est un, entre guillemets, de vos enjeux éducationnels pour vos filles ou pour vos nièces ou pour les filles des copains, des copines, de trucs comme ça? Ou est-ce que, somme toute, vous vous dites non, le temps va faire son œuvre, le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est les revenus, il faut que les femmes aient accès à tous les métiers qu'elles aient envie de faire et pas qu'elles se bloquent pour un métier, et qu'elles aient accès à tous les revenus. Et si elles veulent aller au plus haut, au plus vite, eh ben, c'est là-dessus que les vrais enjeux. Le reste n'est qu'une conséquence. Ça va prendre du temps parce que l'être humain, c'est pas construit en un jour. Et voilà, c'est sur ce sujet un petit peu que j'aimerais vous entendre. Mm. Non, moi, ça me dérange beaucoup. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une question de juste d'opportunité. Et du coup, moi, l'argent, je le vois vraiment comme de la liberté et de la flexibilité. Et du coup, plus on a d'argent, plus, enfin, moi, en fait, c'est mon but, plus justement je peux choisir. Et du coup, j'aimerais que chacun ou chacune puisse choisir. Enfin, ou qu'ait les mêmes opportunités, entre guillemets. Donc voilà, mon but, c'est ça. C'est pas être riche pour être riche, mais du coup, c'est être riche pour pouvoir choisir, pouvoir faire ses choix, pouvoir être flexible. Alors attendez, parce que être riche, donc pour être riche, il faut travailler, Mm. hériter ou avoir un coup de chance et gagner au loto. On va éliminer le loto. Donc, pour être riche, vous devez ou travailler ou hériter, ou alors vous marier avec un homme riche et généreux, ou pour un homme se marier avec une femme riche et généreuse. On va éliminer aussi ça. Mais en fait, en réalité, la vraie richesse, c'est pas la cap. Sauf si vous venez déjà d'une famille riche et donc que votre héritage, de toute façon, va l'emporter sur votre travail. Là, la vraie richesse, ça sera la capacité à gérer. Mais pour l'immense, immense majorité d'entre nous, la vraie richesse, c'est la capacité à gagner. C'est la Mhm. capacité à gagner de l'argent. Donc, c'est par le travail, c'est par l'inégalité au travail que, enfin, c'est sur l'inégalité au travail que que le gros du boulot existe et non pas sur cette inégalité qu'on semble trouver dans le patrimoine et qui en réalité n'empêche pas autant que ça les femmes d'y accéder. Parce que même si on rajoute encore la différence d'âge et qu'on dit qu'en réalité elles ne sont pas à 51 ni même à 49 mais à 45, on peut aussi regarder et dire que petit à petit, on a un trend, donc une vision haussière et un chemin haussier, et qui fait que petit à petit, ça va se faire. Donc là, si je prends votre raisonnement, c'est plutôt sur le travail, c'est plutôt allez les filles, allez bosser, lâchez rien. Ben, oui et non, puisque évidemment, enfin moi je suis pro travail, pas de souci, hein, donc on y va. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, toute la presse, etc. en ce moment se focalise beaucoup sur justement les inégalités, etc. Alors qu'en fait, oui, la charge de travail, elle est un peu limitée. Pourquoi? Parce que ben, on peut tous travailler entre 50, enfin ou entre 35 et 90 heures par semaine, on va dire. Mais du coup, investir,
ça nous permet justement de dupliquer un peu cette force de travail. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir des revenus possiblement passifs, de faire travailler son argent. Et du coup, on n'a plus que sa capacité de travailler, mais aussi d'autres façons de gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça, moi, en tant que coach, j'ai vraiment envie justement que les femmes prennent le sujet en main. Pourquoi? Parce que ça a une puissance, c'est fantastique. On parle des intérêts composés, genre plus on commence tôt, plus ça tend de grossir. Maintenant, l'investissement, encore une fois, on peut commencer à partir de 50 euros. Donc, si on le fait à 20 ans, 25 ans, c'est 15 fois mieux que si on démarre à 35. Enfin, donc, je trouve, ouais, l'investissement, c'est vraiment un peu la pièce qui manque aux femmes, sachant que le focus de la presse et de la société en ce moment, c'est vraiment sur justement les inégalités au travail. Donc moi, j'ai envie d'aller plus loin. Oui, les inégalités au travail, hyper important, et il y a plein de focus dessus. Mais en plus, si on ajoute sa relation à l'argent et ses investissements, là, du coup, on a la vision parfaite, quoi. D'accord. Vous savez qui disait que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde? Einstein. C'est ça, bravo. Alors, Béatrice, donc sur la même question, donc je vous repose la question parce que quand on parle, des fois, on oublie la question. Donc, la question, c'est l'enjeu, c'est l'égalité des revenus et de l'égalité des revenus, on arrivera à l'égalité. Donc, c'est là-dessus que la pression doit se faire, que l'explication doit se faire, que la bataille doit se mener. Le reste, c'est qu'une question de temps. On aurait à investir énormément d'énergie pour somme toute pas beaucoup de résultats. Et à force d'être confronté à peut-être ces métiers où les femmes ne veulent pas, ne peuvent pas, ne savent pas aller à déterminer, ou ces métiers où on hésite encore à les laisser rentrer trop facilement, où il y a encore des barrières non dites. Si on travaille ça, le reste viendra. Ou alors, comme dit Marika, non, pas vraiment. Il faut aussi s'occuper du reste parce que c'est une force non négligeable qu'on ne peut pas mettre de côté. Eh bien, je dirais les deux, les deux, mon capitaine. Allez, C'est-à-dire que je pense en effet que l'essentiel des efforts, ça doit être sur les revenus et la façon, en effet, d'arriver à des postes qui permettent des revenus aussi confortables et en tout cas une égalité dans les revenus avec les hommes. Ça, c'est sûr, puisque des revenus vont découler en effet la capacité d'accumuler. Je pense que les héritages vont s'amenuiser, pas forcément pour les plus riches, évidemment, mais pour les classes moyennes, c'est plus compliqué, avec les personnes qui vivent encore en plus longtemps et les problèmes de maladie et autres. Donc, je dirais que c'est plus sur les revenus qu'il faut en effet agir. Mais il y a aussi un grand sujet, c'est en effet le fait que les femmes ne s'emparent pas encore de leur capacité justement d'investir. Elles ont en effet de l'épargne, mais c'est surtout de l'épargne en banque, entre guillemets, sur des livrets et autres. Elles sont plutôt dans la précaution. Elles pensent beaucoup aujourd'hui, maintenant, et notamment les jeunes, à la préparation de leur retraite. Donc ça, c'est déjà un point positif. Mais elles n'ont pas encore la culture de l'investissement. Je lisais une statistique, il y avait 70% des femmes qui investissaient vraiment le quotidien et le budget de la famille, mais 18% seulement allaient investir en fait. Et elles sont quand même encore assez averses au risque. Donc, en effet, je pense qu'il y a un gros travail aussi d'offres et d'accompagnement du milieu financier vers les femmes pour qu'elles aient une culture financière solide et qu'elles puissent en effet investir et récupérer du rendement qui leur permettra justement de développer leur patrimoine. Même si aujourd'hui, elles ont un patrimoine, un actif, elles ont en effet, on parlait d'un tiers des actifs qui sont entre les mains des femmes. Et que ça augmente à l'horizon 2025 ou 2030, j'avais plutôt lu 2030 moi. Voilà, donc je pense qu'en effet, ça passe par les revenus, ça passe par ce plafond de verre qui ne devrait plus exister. Je pense que les jeunes femmes s'emparent du sujet, qu'elles sont beaucoup moins
dans les traditions, qu'elles sont beaucoup plus dans la mondialisation, que elles sont plus ouvertes à tenter des expériences et à aller plus sur des postes, en effet, où on ne les verrait pas, où en tout cas leur grand-mère ne se serait jamais vue sur ces postes-là. Et donc, j'ai bon espoir, en effet, qu'on aille dans le bon sens, mais il faut un accompagnement. Je pense qu'il faut vraiment que les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les assureurs accompagnent et proposent un service personnalisé pour les femmes. Alors, pas mal de choses là-dedans aussi. On approche de la fin de l'émission, on va plutôt essayer d'avoir quelques séquences fortes. Alors, sur un sujet où Béatrice a dit, elle a relié quelque chose. Alors, c'est vrai que dans l'imagerie populaire, c'est une certitude et tout le monde pense ça. Est-ce que vous, Marika, de votre métier, vous voyez ça? Donc, est-ce qu'il y a une vraie relation entre la femme et la prudence de l'investissement? Est-ce que la femme, c'est juste une image qu'on lui colle comme quoi elle est plus prudente, ou est-ce que c'est une réalité? Bah, c'est une réalité au début. Pourquoi? Parce que une femme, pour prendre une décision, en fait, a besoin de comprendre ce qu'elle fait et se pose plus de questions qu'un homme. Et donc, en fait, si c'est un sujet qu'elle maîtrise pas, elle va rater le train, entre guillemets, puisqu'elle va pas agir. Et quand on pose la question, quel risque est-ce que tu penses prendre ou qu'est-ce que vous pensez prendre, tout de suite, ça va être sécuritaire. Au final, quand on creuse un peu, ça veut dire quoi? Quel type de protection de capital, quel type, etc. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout que le mot, en fait, c'est très subjectif et ne colle pas nécessairement à l'idée qu'on a de la protection. Donc, pour moi, c'est vraiment une question d'éducation. Pourquoi? Parce que il faut lier risque avec le rendement, que si on veut un peu de rendement, on ne peut pas avoir free money, entre guillemets, quoi. Et du coup, comment créer son portefeuille pour, encore une fois, avoir la sécurité dont on a tous besoin. Et donc ça, c'est du cash, ça rapporte pas beaucoup, mais c'est sur le côté et ça, c'est notre peace of mind, quoi. Et le reste, OK, quel type de projet est-ce qu'on a? Donc, définir bien ses buts, savoir quel type d'horizon c'est. Si c'est vraiment à long terme, est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite partie qui est risquée? Encore une fois, qui dit risque dit possiblement de perte. Donc, en fait, c'est vraiment pour moi éduquer, et c'est ce que je fais tous les jours, c'est faire poser des questions pour que, et planter un peu des graines pour que justement la réflexion soit différente et du coup que la stratégie qui en découle change, entre guillemets, entre les premières sessions et, je sais pas, au bout de quelques 3 mois, 6 mois, ça dépend de l'accompagnement. Mais c'est vraiment comprendre la relation risque-rendement, comprendre les produits, comprendre ce qu'on a envie de faire et du coup, quel type d'argent, en termes de montant, il faudra, etc. Et de voir en fait si les hypothèses qu'on a mis font du sens ou pas. Donc, pour moi, c'est vraiment plus ce que j'appelle le risk awareness en anglais. Donc, c'est être une femme est consciente des risques, beaucoup plus qu'un homme. Mais est-ce qu'elle aime pas le risque? Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette définition. D'accord. Alors, on a Mélanie Cabla d'Ecofib qui nous a rejoint. Elle a eu beaucoup de soucis aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. En plus, elle a une demi-extinction de voix ou une deux-tiers extinction de voix. Ça va être compliqué. On avait un peu préparé l'émission ensemble. Elle n'a malheureusement pas eu la chance de pouvoir y participer. Donc, juste avoir un point de vue sur notre sujet que je vais vous répéter. Et après, on laisse la parole à Béatrice pour un petit peu conclure sur ce thème. Donc, le sujet de l'émission, c'était la femme et la gestion de patrimoine. Attention, c'est pas la femme et la revenu, c'est pas la femme au travail, c'est pas la femme et l'argent, c'est la femme et la gestion de patrimoine. Où on disait, d'après des chiffres qu'on lisait, d'après des statistiques ou des ouvrages de référence, que la femme s'impliquait moins dans la gestion de son patrimoine quand elle était en couple, donc on va dire le couple traditionnel, un homme et une femme, et que la femme, quand elle était seule à la tête de son patrimoine, se faisait souvent accompagner, j'ai même pas envie de dire aider, mais en tout cas accompagner, même si ça pouvait être qu'un accompagnement de façade, par un homme qui peut être son compagnon, qui peut être son frère, qui peut être son cousin, qui peut être je sais pas qui. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce que
tout ça, on va considérer comme étant une réalité, puisque c'est ce qu'on a lu, c'est les statistiques qu'on a, donc on ne va pas discuter du bien fondé de ça. Est-ce que c'est ce fameux plafond de verre dans l'évolution de la femme dans les sociétés occidentales? Est-ce que c'est un vieux reste de patriarcat qu'on a du mal à digérer et qui est encore bien présent? Ou alors est-ce que c'est, plus grave que ça, une inégalité qui persiste? Allez, Mélanie, on vous laisse nous donner votre opinion là-dessus. Il va falloir mettre le son. Là, Mélanie, sur le côté gauche de votre écran, vous avez une petite icône avec C'est bon. voilà, le son. Là. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Alors, c'est vrai que moi, comme les autres participantes en tant que femme, je suis très étonnée de cette inégalité, ou en tout cas de cette non, le fait que les femmes ne s'investissent pas dans la gestion de patrimoine. Nous, en Girardin, on a bizarrement 72% des hommes qui signent un dossier. Dans les couples mariés, c'est pour les trois quarts l'homme qui va signer le dossier. C'est pas pour ça qu'elle s'implique pas la femme, mais l'homme va prendre la main. Et c'est vrai que moi, en tant que femme dans la gestion de patrimoine, je suis extrêmement étonnée de cette dichotomie. Parce que dans le foyer personnel, c'est la femme qui gère les sous, c'est la femme qui fait les courses, c'est la femme qui attend les ventes privées, qui attend les soldes, qui va gérer tout le budget de toute la famille et d'une main de fer. Vraiment, elle est tenace, elle fait attention, elle sait reporter les achats pour attendre les soldes et tout. Mais en gestion de patrimoine, elle laisse faire l'homme. Et moi, je me demande aussi si c'est pas pour réconforter l'homme. Ah, Il y a alors une là, on côté- a un vrai sujet de société. Un vrai sujet de Oui, société. moi, je me demande que moi, dans mon couple, puisque moi, je travaille dans les impôts, c'est vrai que c'est moi qui fais mes impôts. Donc, moi, je fais la gestion de patrimoine du couple et les impôts parce que je suis dans les impôts. Mais je sens que mon mari, ça le dérange un peu, il n'a pas la main dessus. Est-ce que c'est vraiment l'homme de la maison? Et donc, je me demande, est-ce que, bon, dans certains métiers libéraux, des métiers libéraux où les femmes ne travaillent pas, par facilité, elles laissent l'homme. Mais dans les couples hommes-femmes, où la femme a au moins aussi bon métier que l'homme, je pense aussi que c'est laisser la place à l'homme que le laisser gérer le patrimoine. Je ne crois pas que la femme soit moins intéressée de faire grossir son patrimoine, des investissements long terme. Elle n'est pas du tout moins intéressée parce que quand elle gagne, elle veut préparer sa retraite, préparer la transmission et tout. Mais j'ai l'impression que même quand je reçois des couples mariés au bureau, la femme, moi j'ai qu'un des deux qui doit signer. Et la femme, pardon, la femme laisse signer l'homme pour le rassurer, pour dire allez chérie, vas-y. Et l'homme se sent bien. Voilà, Allez, c'est ce que je crois. je vais vous arrêter, je vais vous arrêter là. On va laisser votre voix se reposer. C'est maintenant Béatrice qui va faire la conclusion. Donc, bon, Mélanie vous a tendu une très très belle perche pour la conclusion. Donc, est-ce que tout ça, en fin de compte, c'est pas un problème de femme, mais c'est plutôt un problème d'homme qui a besoin d'être réconforté. La femme, l'ayant compris, elle le laisse signer, mais Mélanie, elle nous prend un petit peu à contre-pied en disant les gars, vous avez rien compris. Enfin, elle s'adresse plutôt à vous. Elle vous dit les filles, vous avez rien compris. On est autant impliqué, on s'en occupe autant, on a autant ces sujets, on a autant de compétences, on a autant de connaissances, mais on sait que pour garder une famille unie, il faut réconforter l'homme. Allez, Béatrice, la lourde tâche de ça. Et moi, j'ai juste une petite idée pour faire de la prospective. C'est pendant. Bon, moi, je crois beaucoup à l'école, même s'il y a beaucoup de problèmes, mais je pense que c'est un vrai sujet d'école. Pendant longtemps, dans les écoles, on enseignait aux femmes, ça, c'était pas une bonne idée, l'économie ménagère pour leur apprendre à tenir un foyer, ce qui a fait que les femmes ont acquis la compétence pour tenir un budget. Au lieu d'arrêter d'enseigner ça, je pense qu'on aurait dû l'enseigner aux femmes et aux hommes. Et est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, en sachant que dans une vie, nos vies sont de plus en plus longues, les choses sont de plus en plus complexes, les besoins d'argent sont de plus en plus longs, est-ce qu'il n'est pas temps de faire rentrer la gestion de patrimoine ou tout simplement l'initiation à la gestion de patrimoine à l'école? Allez, Béatrice, vous avez quelques minutes pour nous faire un beau panorama de tout ça et une belle conclusion. Ben En fait, si vous avez déjà tout résumé, parce que, et Mélanie nous fait aussi le bon résumé, parce que, en fait, ben, on est la suite de l'histoire de nos parents, de nos grands-parents et bien avant.
Et en effet, je pense que on a une éducation, un reste d'éducation dont dont on a pris la pleine mesure. En tout cas, les femmes ont pris la pleine mesure du foyer, de la gestion quotidienne du foyer. Et peut-être pour rassurer l'homme, comme dit Mélanie, elle laisse encore, mais ça c'est aussi les stratégies patrimoniales d'avant. Elle laisse aussi encore l'homme gérer le patrimoine comme il le gérait avant qu'elle ne puisse le faire elle-même par la loi. Et je pense qu'en effet, l'éducation, et c'est ce que disait Marieka également, l'éducation, la culture de l'investissement, c'est peut-être la base qu'il faudrait inculquer même d'ailleurs dès l'école pour l'ensemble des femmes et des hommes futurs qui vont détenir en fait les patrimoines et qui vont en effet arriver sur le marché du travail. Donc, je pense que c'est un... Alors, je suis très optimiste, moi, parce que je me dis que de toute façon, on est quand même dans une phase d'individualisation des patrimoines. Les unions, je parlais des unions libres, je parlais des divorces, je parlais des personnes qui se pacsent, mais qui conservent quand même des patrimoines séparés. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus aussi de mouvements. Les uns vont dans un autre pays pour travailler et restent quand même en couple, même si c'est à distance. Donc, de toute façon, les femmes sont amenées à gérer leur patrimoine et leurs revenus de la même façon que les hommes. Et la culture de l'investissement va se faire au fur et à mesure. Alors, plus les acteurs du milieu vont s'y pencher aussi, et plus ils vont rassurer et vont permettre aux femmes de gérer complètement et pleinement en fait leur patrimoine. Et je pense que ce fameux plafond de verre va au fur et à mesure quand même se fissurer. On voit quand même de plus en plus de femmes, même si c'est des histoires de quotas, on voit quand même de plus en plus de femmes au conseil d'administration, à la tête d'entreprise. Des ministres sont de plus en plus des femmes. Donc, je pense que voilà, les sexes ne seront plus le critère pour savoir qui a le plus d'argent et qui sait le mieux gérer. Ok, et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter et on arrive à la fin de l'émission. Donc, émission très intéressante, ça en mériterait une autre et c'est pas dit qu'on n'en fasse pas une autre à la prochaine saison où cette fois-ci on a beaucoup de sous-jacents, on a beaucoup de sujets, on a beaucoup d'idées. Et voilà, et allez, pour vous faire plaisir à toutes, tout ça n'est-il pas juste une question pour réconforter l'homme? Et c'est sur ces mots-là que je vous quitte. Passez une très bonne soirée, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Bonsoir Julien, voilà, et c'est maintenant la dernière partie, les derniers sont les meilleurs, comme on dit, voilà, avec cette belle expression. Bonsoir Bernard. On Bonsoir a à tous. gardé le meilleur pour la fin. Alors il y a un sujet Merci sur lequel beaucoup. je voudrais revenir, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions, beaucoup de demandes de clients quand on parle de portabilité, de transférabilité de contrats. Donc il y a plusieurs sujets avec des contrats qui peuvent se transférer à l'intérieur d'une compagnie, des contrats qui pourraient éventuellement se transférer d'un endroit à un autre. Nous, le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est quand vous avez un contrat d'assurance vie que vous avez pris dans un pays alors que vous résidiez dans le même pays ou dans un autre pays et que vous commencez à bouger. C'est-à-dire, on va partir, c'est le porteur du contrat qui bouge et se déplace. Et là, on va voir d'abord, est-ce que le contrat reste un contrat d'assurance vie? Est-ce qu'il peut être remis en cause? Est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il n'est pas légal? Qu'est-ce que doit faire la personne? Et juste avant, on va faire un tout petit rappel sur un sujet qui est très important parce que je le répète souvent aux auditeurs. Même quand vous souscrivez un contrat, vous devez vérifier que ce contrat est parfaitement adapté au pays où vous vivez. Alors, il est clair que si vous souscrivez un contrat en France, dans une compagnie d'assurance française et que vous résidez en France, il n'y a pas de sujet. Si vous souscrivez un contrat en Luxembourg, dans une compagnie d'assurance luxembourgeoise et que vous résidez au Luxembourg, il n'y a pas de sujet. Là où il y a un sujet, c'est quand vous allez résider, alors pour notre exemple à nous, on va dire au Portugal, et que vous allez souscrire un contrat en France ou que vous allez souscrire un contrat à Luxembourg,
Là, il va falloir vérifier si ce contrat que vous souscrivez à la base est parfaitement compatible. Donc, la meilleure façon de le vérifier, c'est d'envoyer un mail officiel à la compagnie et d'attendre une réponse officielle qui va engager sa responsabilité. Et ensuite, quand vous allez bouger d'un pays à l'autre, il va falloir voir que ce même contrat que vous avez choisi en connaissance de cause et qui a été déclaré parfaitement légal et parfaitement adapté au pays où vous vivez, va aussi être parfaitement légal et parfaitement adapté au pays où vous désirez vivre. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est là que les ennuis commencent et qu'on va demander l'aide de Julien. Alors, bonsoir Julien, c'est à vous. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Merci pour cette jolie introduction, vous me mettez la pression. Non, effectivement, vous avez raison, la question de la portabilité du contrat, elle est importante pour une clientèle qui est mobile à l'international. Il ne suffit pas d'être multimillionnaire pour bouger. On sait bien aujourd'hui que la retraite aidant, la pension aidant, beaucoup de vos auditeurs vont changer de juridiction, pas simplement pour d'ailleurs des questions fiscales ou financières. Et effectivement, vous avez raison sur la première question à vérifier. Je dirais en introduction que le contrat d'assurance vie, il existe partout en Europe. Vous retrouvez des assurances vie au Portugal, vous retrouvez des assurances vie en Allemagne, en Norvège ou en Italie. Par contre, la définition, le contrat d'assurance vie existe, mais vous êtes obligé d'adapter ce contrat d'assurance vie à votre nouveau pays de résidence, dans l'hypothèse d'un déménagement, pour qu'il soit parfaitement justement conforme à ce pays de résidence pour éviter toute tentative, c'est très clair, pour éviter toute tentative de requalification fiscale. Donc, comme vous l'avez dit, si vous êtes français, que vous habitez en France et que vous souscrivez un contrat d'assurance vie auprès d'une compagnie française, là, il n'y a pas de difficulté. Si vous êtes italien, que vous souscrivez un contrat d'assurance vie auprès d'une compagnie italienne locale, bien évidemment, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, elle se fait si vous, Français, après avoir souscrit quelques années plus tard votre contrat d'assurance vie en France auprès d'une compagnie locale, vous décidez de changer et de déménager pour vous installer, dans mon exemple, en Italie. Là, dans cette hypothèse-là, pour éviter que le contrat soit requalifié au regard de la législation italienne, vous êtes obligé de l'adapter. Et là, vous aurez seulement une compagnie luxembourgeoise comme Willins, comme nous, qui sommes en mesure, par notre expérience et par nos techniques, de pouvoir adapter ce contrat à votre nouveau pays de résidence pour éviter les ennuis fiscaux, bien sûr. Alors, quand vous dites adapter, ça veut dire quoi exactement adapter? Ça veut dire que vous allez changer le contrat? Alors, en quelque sorte, on va le rendre conforme à votre nouveau pays de résidence. Le risque, vous l'avez dit, et on l'a pointé, c'est que vous soyez dans une nouvelle juridiction avec avec un contrat qui ne soit pas conforme. Et qu'on vous dise, Monsieur Bernard, vous êtes résident fiscal en Italie, mais vous n'avez pas adapté, en tout cas, vous avez un contrat français. Vous ne l'avez pas adapté. Moi, je suis le fisc italien. Je ne sais pas du tout ce que c'est, Monsieur Bernard, votre contrat. Je vous prends en transparence. Je fais sauter la taxation différée et je vous impose comme si vous étiez sur un compte titre et vous perdez tous les avantages relatifs au contrat. Donc, attendez, je vous interromps. Ça, c'est, j'ai envie de dire, l'arme fatale. C'est le pire qui puisse arriver. Donc, requalification du contrat d'assurance vie en contrat autre qu'un contrat d'assurance vie. Donc, en compte titre ordinaire. Oui, en compte titre, en placement financier. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suis le fisc italien. Là, vous me venez avec un contrat français. Pour moi, ce n'est pas l'assurance vie au sens du droit italien dans mon exemple. Moi, je vous prends, vous n'avez pas plus les avantages. Vous avez mis en place une police d'assurance qui ne vous sert à rien. Et vous payez la fiscalité chaque année sur les dividendes et les plus-values, avec éventuellement, bien sûr, les intérêts de retard et une majoration. Parce que ça ne se passe pas immédiatement. Là, je vais m'adresser aux juristes que vous êtes. Donc, vous savez, il y a toujours la loi et l'application de la loi. Donc, la loi, vous venez de nous la donner. Votre contrat pourrait ne pas être considéré comme un contrat dans le pays où vous êtes. N'étant pas considéré comme un contrat dans le pays où vous êtes, vous n'avez plus la transparence fiscale. Exactement. Et donc, vous payez des impôts comme si c'était un compte titre. Exactement. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est un sujet qui remonte régulièrement ou est-ce que c'est un sujet qui est très rare, donc vous avez peut-être un cas ou deux cas, ou alors est-ce que c'est un sujet où vous, personnellement, chez Willins, vous n'avez jamais eu le cas chez un client et vous n'avez jamais une personne qui a été condamnée, qui s'est adressée à vous pour vous dire comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Jamais eu le cas, non. Jamais condamné, non, parce que pour l'instant, je pense qu'on a bien fait notre travail. Ensuite, vous dire que c'est un sujet, ça ne va pas concerner bien évidemment la masse totale des gens qui s'expatrient et qui bougent à travers l'Europe,
quelles que soient les motivations. Mais par contre, des clients qui nous contactent parce qu'ils se sont installés en Belgique, depuis la France vers la Belgique, parce qu'ils se sont installés depuis la France vers Israël, et qui sont challengés, en tout cas, qu'il y a une demande d'information des autorités fiscales, on va dire que ça arrive assez régulièrement. C'est-à-dire, voilà, moi je me suis installé en Belgique, moi je me suis installé en Israël, je ne comprends pas, parce que j'ai une demande de mon administration fiscale de mon nouveau pays de résidence qui me dit, mais donnez-moi quelques éclaircissements, donnez-moi quelques explications sur ce contrat que vous avez souscrit chez Willins il y a 5 ou 6 ans. Donc là, effectivement, si vous l'avez adapté, à votre nouveau pays de juridiction, il n'y a pas de difficulté. Je pense que la difficulté, elle se fait si vous ne l'avez pas adapté. Et là, bien évidemment, vous pouvez avoir le risque de requalification fiscale. Et là, vous avez régulièrement des clients qui vous sollicitent en disant je suis sollicité par mon administration fiscale, j'ai besoin de tel et tel renseignement? Régulièrement, je vous le dis, c'est par rapport à la masse totale des clients qui jouent sur l'aspect transfrontalier. Mais effectivement, oui, on a régulièrement, ça dépend bien sûr des juridictions, je pense que ça peut dépendre aussi du montant du contrat, bien sûr. Vous passez peut-être plus sous le radar fiscal si vous avez un contrat de quelques centaines de milliers d'euros que si vous avez un contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais en tout cas, des interrogations, oui, on en a. Ça, c'est évident, oui. D'accord. Alors, on va partir d'un cas personnel, d'un cas individuel, ça va être plus facile à réfléchir, donc un petit peu plus de généralité chez nos clients. Donc, je suis aujourd'hui résident français, donc je m'adresse à Willins, je leur demande un contrat d'assurance vie. Vous allez me proposer de signer un contrat d'assurance vie adapté à la réglementation française, c'est ça? Exactement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes résident fiscal français. D'accord. Si je suis résident fiscal portugais, vous allez me proposer de souscrire un contrat adapté à la législation portugaise. Exactement. Alors maintenant, on va prendre deux exemples. Je suis très heureux en France et je décide d'aller vivre au Portugal, ce qui est le cas d'un certain nombre de nos auditeurs, voire de même beaucoup de nos auditeurs. À ce moment-là, vous allez modifier certaines choses parce que la loi portugaise exige la modification? Alors, dans le cadre du Portugal, pour cet exemple précis, on est assez confort parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de grande différence entre le contrat français et le contrat portugais. Donc, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où, par exemple, vous n'avez pas besoin d'ajouter une couverture d'essai complémentaire. Vous arrivez au Portugal, vous pouvez parfaitement conserver votre contrat français tel quel. Vous n'avez pas besoin de modifier les actifs intérieurs parce que les actifs que vous avez mis en tant que sous-jacent du contrat sont peu ou prou les mêmes. En tout cas, il n'y a pas de contrainte vis-à-vis du Portugal sur le private equity ou autre. Donc, vis-à-vis du Portugal, on est relativement confort. La situation, elle est différente. Je prenais l'exemple tout à l'heure vers l'Italie, vers Israël. Attendez, on va y arriver. Alors, imaginons, cette fois-ci, donc, soit je suis français et j'ai un contrat français, ou je suis portugais et j'ai un contrat portugais, et maintenant, on décide d'aller s'installer en Italie. Voilà, vous avez... Là, je vous appelle, je vous dis, maintenant, je vis à Milan. Exactement. Vous faites quelques années au Portugal, on n'a pas eu besoin de modifier plus que ça le contrat, comme je vous le disais, mais vous décidez désormais de partir en Italie. Là, les modifications sont plus importantes. Déjà, vous êtes obligé d'ajouter une couverture d'essai, c'est-à-dire d'avoir un coût supplémentaire qui sera une couverture de capitaux sous risque pour que le contrat soit reconnu contrat d'assurance vie, ce qu'on appelle le risque biométrique en Italie. Si vous n'avez pas cette couverture d'essai, le contrat ne sera pas reconnu en Italie. Tout ce qui est gestion discrétionnaire qui est pratiqué, que vous pratiquez avec votre advisor sur la France ou sur le Portugal, n'est pas reconnu en Italie. Donc je vous dirais, Monsieur Bernard, si vous partez en Italie, il faut passer en gestion sous mandat. Il ne faut pas passer en gestion advisory. La gestion advisory, j'ai dit gestion discrétionnaire, j'ai fait une erreur. La gestion advisory n'est pas reconnue en Italie. Donc, faut que Alors, ce la soit... gestion advisory, c'est quoi? C'est fil et face? Exactement, le FAS, pour reprendre l'acronyme luxembourgeois, où vous discutez avec votre gestionnaire, avec votre advisor, et que vous faites bouger le portefeuille. Cette gestion n'est pas reconnue en Italie, alors qu'elle est reconnue au Portugal et qu'elle est reconnue en France. Donc là, pareil, si vous conservez le FAS en Italie, vous avez un risque de requalification. Donc je vais vous dire, passez en gestion discrétionnaire, en gestion sous mandat classique pure. Et ensuite, on va travailler aussi sur la clause bénéficiaire, parce que la portabilité, ce n'est pas simplement le produit, c'est aussi à qui je transmettrai en cas de décès. Dans l'hypothèse où vous avez des bénéficiaires en France, on reprend l'exemple de l'Italie, moi je vous conseillerais, mais ça peut faire l'objet un jour d'une autre émission,
de ne pas désigner de bénéficiaires nominatifs s'ils sont résidents fiscaux français et de renvoyer à la succession italienne dans notre exemple pour que ce soit la fiscalité italienne pure qui s'applique et qui sera beaucoup plus favorable que la fiscalité assurantielle française. Alors, attendez, j'ai deux questions là. Alors, si la clause bénéficiaire n'est pas légale, n'est pas valable ou est tendancieuse aux yeux du pays, ça annule la clause, ça n'annule pas le contrat. Ah, ça n'annule pas le contrat, mais ça fait partie pour moi de la portabilité. Vous avez raison, ça n'annule pas le contrat, hein. C'est vrai. Mais pour moi, ça fait partie aussi de la portabilité, et surtout quand vous partez à l'international. Pour moi, la portabilité, c'est l'adaptation du contrat avec éventuellement la couverture d'essai, l'adaptation de ce que vous mettez au sein du contrat en tant qu'actif sous-jacent, justement, pour ne pas se voir éventuellement requalifier le contrat d'assurance vie. Et c'est aussi l'adaptation de la clause bénéficiaire. Ça n'annule pas le contrat, ça ne remettra pas en cause la conformité du contrat. Je suis 100% d'accord avec vous. Par contre, c'est quand même un conseil et une recommandation à donner pour éviter éventuellement des cas de taxation ou de double taxation ou de taxation qui n'auraient pas eu lieu d'être si on avait modifié la clause. Donc, ça fait aussi partie pour moi de la portabilité. D'accord. Et alors après, vous avez parlé de fiscalité italienne. Donc, j'ai un contrat d'assurance vie, je réside dans un pays, je décède. C'est la fiscalité du pays dans lequel les bénéficiaires résident qui va s'appliquer et non pas la fiscalité dans le pays duquel le détenteur du contrat réside, ou ça marche différemment? Vous avez les deux. Si vous résidez en Italie et que vos bénéficiaires sont partout sauf en France, en clair. Là, dans cette hypothèse-là, c'est la fiscalité italienne. Donc là, elle est en plus très favorable sur le contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que la prime sera exonérée, hein. Vous êtes simplement imposé sur les produits. Donc, c'est plutôt ce qui explique d'ailleurs le succès de l'Italie, hein, depuis quelques temps. Par contre, si vous avez vos bénéficiaires en France, si vos bénéficiaires sont partout ailleurs en France, là, il n'y a pas de problème, alors que bien évidemment, si vos bénéficiaires sont en France, la France impose en plus le pays de résidence des bénéficiaires. Donc, vous pourriez avoir, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de modifier la clause permet de renvoyer exclusivement du côté de l'Italie, de ne pas désigner nominativement vos enfants résidents fiscaux français, Bernard, et de dire ça tombera dans la succession civile côté italien et la succession fiscale, et ce sera plus avantageux que si je conserve mes bénéficiaires nominativement désignés en France. Donc là aussi, c'est une portabilité sur la clause bénéficiaire. Même si ça ne remet pas en cause, bien sûr, la conformité du contrat, mais c'est vos héritiers qui s'en rendront compte, et je trouve que c'est parfois un peu dommage et ça peut coûter cher alors qu'une simple modification est faite très rapidement. Et même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. Si j'ai un contrat en France et que je décède donc en France et que mon bénéficiaire est en Italie, il sera mangé à la sauce française ou il sera mangé à la sauce italienne? Sauce française exclusivement, parce qu'il n'y a que la France qui impose, comme vous savez. Vous pouvez hériter de votre grand-mère à l'autre bout du monde ou d'une vieille tante à l'autre bout du monde. Si vous êtes résident français, que vous êtes héritier, que vous n'avez rien demandé, ou que vous êtes bénéficiaire, que vous n'avez rien demandé, vous êtes toujours imposé parce que vous êtes un bénéficiaire en France. Alors que les autres pays, ça c'est la force attractive du droit fiscal français. On pourrait en débattre, mais alors que les autres pays, non. Vous êtes bénéficiaire en Italie, vous êtes bénéficiaire au Portugal, vous êtes bénéficiaire n'importe où. Vous n'êtes pas imposé en fonction de votre pays de résidence du bénéficiaire. Ce sera simplement le lieu de décès de l'assuré, éventuellement, qui appliqueront la fiscalité. Mais vous voyez, ça fait aussi partie de cette portabilité. Ce n'est pas simplement l'adaptation du contrat, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Toutes ces structurations patrimoniales qui ont été mises en place, qu'on doit checker auparavant pour un client mobile. D'accord. Donc, le conseil qu'on peut donner à un client, c'est de se retourner vers son assureur, de lui dire où il habite et de lui demander si les dispositions ont été prises et si le contrat est parfaitement compatible avec la législation du pays dans lequel il habite. Le contrat, quand vous allez modifier, quand vous allez changer de domicile fiscal, vous devez vérifier bien sûr un certain nombre de régimes matrimonial, testament ou autres, mais pour ce qui concerne l'assurance, vous devez vous retourner vers votre assureur, mais j'oserais même dire, Bernard, vers votre assureur luxembourgeois. Parce que nous, on est une compagnie qui opérons sur 10 marchés de l'Union européenne, et donc nous serons tout à fait à même de répondre à l'essentiel de vos questions pour adapter le contrat. Et même sur des pays hors Union européenne ou exotiques, parce que je suis sûr que vous allez me poser la question, Bernard, on peut tout à fait adapter le contrat. Donc on a eu le cas, il y a certains mois, d'une personne qui quittait la France pour partir en Australie, on ne peut pas faire plus loin,
Bien évidemment, ce n'est pas un de nos marchés de référence. Néanmoins, nous, on a fait les recherches et le check de base pour pouvoir adapter le contrat et éviter qu'il soit requalifié par la législation fiscale de son nouveau pays, en l'espèce l'Australie. C'est un petit peu plus loin que le Portugal ou l'Italie. Et donc, vous avez adapté le contrat et vous avez une technicité qui vous permet d'adapter un seul contrat? Ah bah, qui nous permet, oui, d'adapter le contrat ou d'adapter, pour le cas de l'Australie, j'ai plus les détails en tête, mais de dire, Parce qu'en fond, voilà, ce que vous faites, c'est un avenant. Un avenant signé entre vous, la compagnie, et l'assuré, bah, qui va rajouter 2 articles ou enlever 2 articles, c'est ça? exactement, c'est un avenant pour rendre le produit conforme, c'est ajouter une couverture d'essai sous forme d'avenant, c'est éventuellement nettoyer ce que vous mettez au sein du contrat si la législation ne reconnaît pas le FAS, c'est éventuellement travailler sur la clause bénéficiaire, comme on l'a vu rapidement, pour éviter qu'il y ait de la casse au niveau fiscalité successorale. Donc on a effectivement, au-delà des pays de l'Union européenne, on va au-delà pour suivre d'autres juridictions, bien sûr. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en France, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un contrat, il n'y a pas de compagnie d'assurance française qui va vous adapter le contrat ou vous changer le contrat euh, quand vous bougez d'un pays à un autre. Bon, ils vont peut-être vous dire, attention, maintenant vous êtes en Italie, vous n'avez pas droit au private equity, ou attention, vous êtes dans ce pays, c'est extrêmement désavantageux d'avoir des fonds immobiliers, donc sortez de vos fonds immobiliers. Mais en tout cas, ils ne vont pas toucher aux conditions générales du contrat. Non, c'est assez rare. Je pense qu'ils sont pas, ils ont pas forcément l'expérience dans ce cadre-là. Nous, à Luxembourg, par définition, le pays, ben, vous le savez, il est tout petit, hein. Donc, par définition, nos clients, ils sont partout sauf à Luxembourg. Donc, on est obligé, par le fait de s'adapter et de suivre l'évolution fiscale et législative. Et ensuite, bien sûr, le produit n'est peut-être pas, en tout cas, je suis sûr d'ailleurs, le produit est beaucoup moins souple et ne permet pas de s'adapter comme le produit luxembourgeois aux différents lieux de résidence de votre client, de votre preneur. Et pour terminer, ma dernière question, est-ce qu'à Luxembourg, c'est systématique et à peu près la quasi-totalité des compagnies d'assurance luxembourgeoises, d'ailleurs, est-ce que vous savez combien il y en a des compagnies d'assurance à Luxembourg, le font, ou est-ce que c'est plutôt une ingénierie assez rare et vous êtes que quelques compagnies sur la place à le faire? Ben, je pense qu'on est. Alors, des compagnies d'assurance vie, pour répondre à votre question, je pense qu'il y en a une bonne dizaine à Luxembourg, hein. Il y a déjà toutes les filiales des grands groupes français, etc., etc. Ensuite, je ne pense pas que, en tout cas, moi, je nous en organise d'être une des deux ou trois compagnies qui vont suivre ça, parce qu'on estime que c'est un sujet et c'est un service extrêmement important. Et effectivement, vous le savez, face à une clientèle qui est de plus en plus mobile à l'international, c'est rare qu'on passe toute sa vie dans le même pays, hein, pas simplement pour des questions fiscales ou financières, on l'a dit. Donc, je pense qu'en tout cas, nous, on fait partie d'une des deux ou trois compagnies, je ne vais pas citer bien évidemment les autres, d'une des deux ou trois compagnies qui vont suivre le client. Et lorsqu'on a... C'est normal, nous, on a un changement d'adresse. Aujourd'hui, vous êtes résident fiscal français, vous partez demain en Italie, pour reprendre l'exemple, vous allez nous envoyer un changement d'adresse comme quoi votre courrier va changer. Donc, si nous, on voit l'Italie, ben, on va checker votre contrat et on va vous appeler Monsieur Bernard en disant, bah, attendez, vous partez en Italie, c'est très bien, vous avez de la chance, mais attention, on va faire attention à ça, on va faire attention à ça, on va vérifier ça, vérifier ça. On va vous sensibiliser à ça et le faire pour que vous n'ayez pas de problème dans le futur. Allez, une ultime question. Il y a Ah. certaines compagnies luxembourgeoises qui proposaient, alors je ne sais pas si elles le proposent toujours aujourd'hui, mais qui proposaient un contrat, entre guillemets, compatible avec tous les pays de l'Europe, ou un contrat multi-Europe, ou des choses comme ça. Alors, on peut, ça c'est plutôt un souvenir d'il y a une dizaine d'années, qui était un peu le début. Bon, aujourd'hui, ces contraintes sont carrément plus adaptées parce que même dans des pays voisins limitrophes, les législations ont changé. Donc, je Oui, sais qu'il y a des pays qui non, puis je pense n'acceptent qu'il pas l'ordre physique sur des contrats. Il y a des pays qui n'acceptent pas le private equity sur des contrats. Il y a des pays qui n'acceptent pas de contrat sans une garantie d'essai bien sûr. formelle. Non, oui, c'était un argument marketing ou autre, mais ça, pour moi, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire, malheureusement, hein, et heureusement, parce qu'on aurait moins d'activité, je ne sais pas, mais ce serait moins intéressant aussi intellectuellement. Vous ne pouvez pas dire à un client, je souscris le contrat, et c'est comme un contrat de mariage, c'est comme une allocation d'actifs sur un portefeuille. Je ne peux pas vous dire, vous avez un truc que vous allez signer, et vous inquiétez pas, 5, 10, 15 ans après, où que vous allez, ce sera toujours valable. Non, ça, pour moi, ça n'existe pas.
ou plus. Ok, eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce partage de savoir. Merci pour toutes ces informations. C'était un petit peu lourd, mais bon, grâce au podcast, on a le temps d'écouter, de réécouter et de réécouter. Et de nous contacter si besoin, bien sûr. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bernard. Au revoir à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. À bientôt. Au revoir. La French Radio. Portugal.